J'espère que vous avez, comme moi, passé un très bon moment. Donc, je remercie moi aussi tous les animateurs de ces ateliers. La question qui m'a été posée pour cette deuxième reprise, c'est de regarder avec vous quelles sont les ressources de la pensée sociale chrétienne pour apporter, comme je l'ai souligné ce matin, notre pierre à l'édifice. Je vous ai cité Gaudium et Spes, le premier numéro. L'enjeu pour l'Église catholique de faire conversation, pour les différentes paroisses de rentrer dans le dialogue social. Le catholicisme, on pourrait dire social, n'est pas périphérique. Le pape nous envoie aux périphéries, mais l'enjeu du lien entre vie spirituelle et vie engagement social est tout à fait au cœur de notre vocation de disciples et de disciples missionnaires. Donc, quelles ressources pouvons-nous déployer avec d'autres pour apporter notre contribution afin d'engager nos sociétés et notre société française pour qu'elles puissent tenir à distance les éléments que nous avons perçus ce matin, à la fois cette image, je reprends les images d'un archipel, mais aussi la deuxième image que Pierre Giorgini nous a proposée, qui est celle d'une société qui risque de perdre la joie, non pas le plaisir, mais la joie, l'espérance aussi de pouvoir construire avec de nouveaux repères. Et ce que disait Bernard Perret, qui est cette capacité collective que nous avons à tenir à partir d'un diagnostic réaliste. Oui, en effet, il s'agit de changer notre, on pourrait dire, notre perception. Les changements, on ne voit pas très bien les contours, mais en même temps, avons-nous suffisamment de confiance mutuelle, de confiance sur la capacité relationnelle de nos vies qui, en cherchant ensemble, sont capables de rentrer dans ce qu'on appelle ces mouvements disruptifs, c'est-à-dire que oui, il y a des ruptures, oui, il y a des changements, mais ça n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Donc, la pensée sociale construit depuis la fin du XIXe siècle, avec l'acte de naissance de Rerum Novarum en 1891, Léon XIII, une colonne vertébrale de l'analyse des situations complexes. Le 19e, c'est l'industrialisation. Et c'est dans le mouvement de l'industrialisation la difficulté pour des hommes, pour des femmes, de quitter un milieu rural pour se retrouver dans des concentrations industrielles. Et vous savez ici, sur cette terre du Nord, à quel point les patrons, qui étaient des patrons à la fois des textiles et de l'industrie, ont cherché à ce que la vie de ces concentrations ouvrières dans des lieux de production ne soit pas déshumanisante, mais soit portée par du collectif, par du commun. Et donc, l'enjeu pour les papes qui ont pris la parole depuis, c'est d'ajuster ce que Vatican II appellera une lecture des signes des temps à la possibilité pour les chrétiens de s'engager avec d'autres pour réformer des modalités qui sont extrêmement sujettes à discussion. La condition ouvrière au XIXe siècle, c'est une condition de paupérisation des populations. Quitter des solidarités villageoises pour se retrouver dans des espaces qui sont des espaces urbains déshumanisés, effectivement, ça crée de la misère sociale, Donc, à chaque époque, les papes, à partir, et pour moi c'est très important d'entendre pour nous comme dynamique pour les semaines sociales, les papes ont écrit des textes, mais qui sont le fruit des expérimentations de terrain. Et de Rerum Novarum, en passant par Populorum Progressio, le pape Paul VI, sur la question de la décolonisation et de la globalisation des économies, jusqu'à Laudato Si, donc début du XXIe siècle, l'enjeu, c'est de regarder avec lucidité ce qu'il se passe dans la maison commune, nous dit le pape François, non pas pour désespérer du travail commun, mais pour, au contraire, reprendre cette colonne vertébrale et la reformuler de façon à ce qu'elle soit plus ajustée aux enjeux.
Donc la dynamique de la pensée sociale chrétienne est construite sur ce que vous connaissez bien, qui est la dynamique d'une triade, voir, juger, agir. Donc comprendre le contexte, voir c'est être suffisamment éclairé sur la situation, les situations problématiques. Pour notre situation contemporaine, c'est difficulté d'ajustement entre questions sociales et questions écologiques, questions environnementales. Dans un deuxième temps, à la lumière de ce fil rouge, on pourrait dire, de la parole de Dieu, du travail d'interpellation à temps et à contre-temps des prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament qui ne cessent de nous appeler à la question de la justice sociale, de la répartition des biens, la pensée sociale nous aide à discerner, c'est le deuxième temps, évaluer, discerner, peser ce qu'il est bon de garder dans ces mouvements et ce qu'il est important de mettre à distance parce que ça dénature le lien social, ça dénature l'humain, ça dévisage l'humain et en même temps ça ne construit pas du commun et solidarité qui se défont. Donc voir, juger, et ça n'est jamais simplement pour un constat intellectuel, mais pour une action concrète sur le terrain avec d'autres. Ça part de l'action et ça a comme vocation la dynamique de réajuster les responsabilités portées par chacun, là où on est, comme chef d'entreprise, comme responsable administratif, comme recteur d'une université, c'est-à-dire comme pédagogue, comme mère de famille, etc., etc. Donc, cette triade, voir, juger, agir, nous permet de prendre conscience de notre responsabilité personnelle et collective pour construire des chemins où la dignité de la personne humaine, la vision d'un bien qu'il nous faut chercher en commun est réanimée, pourrions-nous dire, la nécessité de cette répartition plus juste des richesses, c'est ce que la pensée sociale appelle la destination universelle des biens. Le droit de propriété est certes nécessaire pour sécuriser les parcours, mais en même temps, il n'est pas un droit absolu. Donc l'enjeu, c'est de travailler à cette dynamique de responsabilité sociale, sociétale et environnementale, pourrions-nous rajouter, dans une société dans laquelle l'accord sur les communs, sur les valeurs communes, on pourrait dire sur cette colonne vertébrale, n'est plus tout à fait, on l'a entendu, assuré. Donc la situation dans laquelle il nous appartient de continuer à proposer un socle de rencontres. Et le premier axe, c'est la concordance entre notre colonne vertébrale, je vous donne les 5 éléments structurants, la dignité de la personne humaine, la visée du bien commun, la destination universelle du bien, la solidarité, la subsidiarité, c'est-à-dire que chacun, là où il est, puisse assumer les responsabilités qui vont avec son domaine d'expertise et de compétences, aussi petit soit-il. Donc, la dynamique de la pensée sociale, c'est une dynamique qui part des situations de vie pour accompagner le diagnostic. Et toutes les situations que nous avons vues ce matin, peut-être dans les différents ateliers, tout à l'heure, cet après-midi, vous ont aidé à clarifier ce diagnostic. Et ce sera encore pareil demain. Un des axes qui a été bien mis en évidence depuis Populorum Progressio, le pape Jean-Paul II y a insisté encore, le pape Benoît XVI et encore le pape François, c'est au cœur même de la pensée sociale chrétienne l'option préférentielle pour les plus pauvres. Hier soir, nous étions dans la maison Marthe et Marie, et dans la maison Marthe et Marie, la responsable nous disait, au fond, l'expérience que nous vivons ici, c'est que lorsque nous proposons des dispositifs dans lesquels les plus vulnérables trouvent leur place, alors nous sommes absolument certains que tout un chacun pourra trouver sa place dans le dispositif. Donc vous voyez, un des points d'attention de cette responsabilité, de ce travail d'accompagnement, c'est penser avec et à partir des situations qui risquent d'être des situations d'exclusion et en tout cas toujours à partir des plus vulnérables et des plus fragiles. Et là, nous sommes tout à fait cohérents avec ce que je vous partageais tout à l'heure, qui est le style évangélique.
Cette manière de partir du plus vulnérable, vous l'avez entendu dans la parabole du bon samaritain, c'est bien va et fait de même, c'est-à-dire adopter le regard de Dieu sur cet être créé comme moi, ce regard de miséricorde, ce regard qui aide à être avec, qui ne fait pas à la place de l'autre, mais qui de manière inconditionnelle lui assure, ne serait-ce que par notre présence avec lui, à ses côtés, dans les moments difficiles, elle a sa place dans la société que nous sommes en train de construire. Et dans ce style d'accompagnement, nous avons la réaffirmation, tout simplement par l'expérience, de notre conviction partagée que la dignité de la personne humaine est inconditionnelle et sacrée. Quel est notre socle républicain aussi, ce que nous pouvons partager avec tous. La dynamique commence par cet accompagnement des situations, elle continue par le discernement. Voir, juger, agir. Discerner les lignes de fracture. Les lignes de fracture, nous on a travaillé sur les lieux qui créent de la rencontre et de l'échange, et les lieux qui ne permettent pas les rencontres et les échanges, mais aussi les temps. Quelles sont les temporalités ? Les chercheurs en sociologie travaillent sur un concept qui s'appelle la rapide action. Il faut aller très vite. Le temps semble se faire beaucoup plus court. Est-ce que prendre le temps, pour certains, pour beaucoup, ça permet aussi de laisser le temps à ceux qui sont les plus démunis pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Les modes d'approche favorisent, permettent à d'autres de percevoir les tensions et d'ouvrir des chemins de transformation. Vous voyez que discerner, c'est discerner quels sont les chemins de la solidarité concrète, effective, pour construire un bien qui est celui d'abord, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, celui du nous tous. C'est la formule du pape Benoît XVI. Dans Caritas in Veritate, il nous dit au fond la visée du bien commun, c'est cette conviction que personne ne doit être exclu de cette construction et que l'enjeu du bien, c'est d'être le bien du nous tous. Et d'abord, celui de vivre dans une société inclusive. L'ajout du pape François, qui était déjà à l'œuvre depuis le pape Jean-Paul II, qui avait été très attentif dans ses différentes encycliques à ce critère environnemental de notre responsabilité, il s'agit de co-construire une société dans laquelle cri de la terre et cri des pauvres ne sont pas dissociés, mais profondément unifiés dans notre compréhension des fragilités et du coup des chemins pour les surmonter. Fragilité des jeunes sans travail, fragilité des jeunes porteurs de handicap, fragilité des frontières linguistiques, fragilité sociale. L'enjeu de ce discernement affiné des situations, on a hier aussi partagé autour du travail œcuménique sur cette aventure, ici à Lille, l'enjeu c'est d'être à la recherche, pas d'abord porteur de solutions à partir de la pensée sociale, mais à la recherche de ces chemins de l'inclusion. Et c'est mon troisième point, accompagner, discerner à partir de cette structure de la pensée sociale et intégrer. Intégrer les acteurs à partir des marges, ceux qui se sentent sans voix. Et c'est même la démarche du texte d'Amoris Laetitia, le texte issu du synode sur la famille, où il s'agit pour le pape de nous dire à quel point des situations de vie dites irrégulières doivent être accompagnées, discernées pour intégrer. Parce que personne, avec sa vie cabossée, ne doit être exclu du commun, de la vie paroissiale, de la vie sociale, de la vie politique et économique. Là est notre cœur de créativité. Personne n'est trop abîmé, trop faible, trop petit pour ne pas être invité à partager la table commune, ne serait-ce que pour être présent. J'en viens à mon deuxième point. Le pape nous invite, et la pensée sociale ne cesse de le faire, de nous inviter à expérimenter. Prendre le temps de l'expérimentation, et c'est ce que vous avez vécu cet après-midi, et ce que vous vivrez demain, à partir, nous dit-il, de 4 lieux
Dans Evangelii Gaudium, il nous propose, pour construire, nous dit-il, du commun, pour construire un peuple qui marche vers cette responsabilité commune de manière inclusive, il nous donne 4 repères. Le premier, c'est celui des processus. Il nous dit qu'il ne s'agit pas de gérer des espaces de pouvoir, mais d'engager des processus de changement. Il exprime ça en disant « le temps est supérieur à l'espace ». Sortir de nos zones de confort, croire que soulever des montagnes est possible. Vous avez peut-être entendu l'expérimentation territoire zéro chômage de longue durée. C'est pour moi un des types d'expérimentation qui illustre cette dynamique. Sortir des espaces, qui sont les espaces, on pourrait dire, des organisations de protection sociale, pour ensemble inventer un processus de sortir du chômage de longue durée vers de l'inclusion, à travers un concept qui est celui de l'entreprise à but d'emploi. Vous aurez l'occasion demain d'en discuter. La maturation des expérimentations. Le projet expérimenté devient une occasion d'essaimage. Et nous avons demain l'occasion d'entendre, d'écouter des expérimentations de ce type. Deuxième point, la réalité est plus importante que l'idée. La réalité qui construit en vérité, non pas dans la projection d'un imaginaire, mais ce qui nous implique. L'expérimentation, elle est une idée qui s'éclaire par la mise en œuvre. Le campus de la transition, qui est une expérimentation sur une autre manière de former les leaders de la transition écologique à Forges, en région parisienne, est une manière de rentrer dans cette dynamique où il s'agit de faire en commun, de rendre possible un écolieu dans lequel viendront se former des cadres, des jeunes diplômés, des acteurs qui seront des leviers de ce changement et de cette transition. Et l'expérience toute concrète dans ce campus de la transition est un temps qu'on a appelé le temps de rituel météo. Tous les matins, pour faire communauté, pour construire ensemble à partir de nos différences, tout le monde se rassemble et prend le temps de dire quelle est sa météo intérieure. Aujourd'hui, où est-ce que j'en suis ? Et oser le partager avec les autres pour se lancer dans la journée qui va être la journée de permaculture, de travail sur une formation, etc. Donc la réalité plus importante que l'idée. On pourrait dire la réalité construite, non pas à partir de l'imaginaire, mais de réalisation très pragmatique. Troisième proposition du pape pour construire ces dynamiques, l'unité prévaut sur le conflit. Là, son interprétation, elle est très intéressante parce qu'il nous dit l'enjeu, je vais m'arrêter là avec ces 4 citations, il ne s'agit pas de croire que l'idéal, c'est pas de conflit, nous serions tous d'accord, pas du tout. C'est assumer nos conflits, les poser devant nous, les laisser nous travailler collectivement et personnellement, mais pour les dépasser ensemble. C'est la méthode qu'il a choisie pour le synode sur la famille. Un processus de communion en mesure d'écouter les conflits d'interprétation. Et le dernier point, le tout est supérieur à la partie. Prêtez toujours attention dans les réalisations locales à la dimension globale des enjeux. En même temps, tenir, parce que sur le local, c'est ce qui nous met les pieds, on pourrait dire dans la glaise, qui nous tient debout, mais en même temps, avec un horizon, je vous ai dit tout à l'heure, construire un bien qui, pour chacun, sera la capacité d'être inclus et d'avoir une parole, avec l'éclairage de la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, pour la dignité de chaque travailleur et de chaque personne humaine. Je termine avec l'image que le pape nous offre pour travailler en ce dispositif. Donc je reprends accompagner, discerner, intégrer, à travers le polyèdre. Il nous dit que c'est une figure géométrique beaucoup plus intéressante que la sphère. Le polyèdre, c'est intégrer des différences par rapport au centre. Nous sommes tous différents et pourtant, cette figure va permettre de réfléchir la lumière de façon beaucoup plus vive qu'une sphère qui est toute lisse. Donc je vous laisse méditer sur cette figure qui est explicite dans Evangelii Gaudium, le polyèdre, comme cette image de l'altérité, de la diversité qui donne beaucoup plus de résonance à cette dynamique, à cette triade, accompagner,
discerner.